Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Un sujet, comment parvenir à une paix et une sécurité au Mali avec trois spécialistes, professeur Issa Ndiaye, politologue, Dr Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'université de Bamako et Serge Daniel, journaliste écrivain. Nous allons en parler dans le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Parlons maintenant des principaux titres qui ont marqué l'actualité cette semaine. Plus de 300 morts en 3 mois selon un rapport de l'ONU. Accord pour la paix au Mali, les signataires ont désormais 6 mois pour sa mise en œuvre intégrale. À la frontière Mali-Burkina, les attaques terroristes ont fait près de 120 morts. Et concernant le désarmement, démobilisation, réinsertion, l'application effective du processus est prévue le 15 octobre. Professeur Issa Ndiaye, que pensez-vous de cette situation sécuritaire et la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali? Bon, elle est complexe. Elle est complexe, cette situation sécuritaire. Malheureusement, les solutions qui sont proposées me paraissent partielles dans la mesure où on ne prend en compte que la dimension, donc, j'allais dire, militaire de la question. Alors que la question de la sécurité ou de l'insécurité est d'abord une question économique. Il y a des racines économiques qui font que, avec les politiques que nous avons subies depuis plusieurs décennies, d'abord de privatisation, notamment des terres agricoles, à travers donc la distribution de ces terres agricoles, soit à l'agro-business ou au minier, donc ça fait que les revenus des gens il ne faut pas oublier que nous sommes surtout un pays agraire agro-pastoral. Les revenus des gens donc, ont été beaucoup diminués, sinon leurs sources de revenus, en tout cas, ont tari, ce qui fait que ça crée un certain besoin de survie économique qui font que beaucoup d'acteurs de l'insécurité sont recrutés dans ce milieu en quête de revenus, en quête des meilleurs devenirs. Donc il y a cela. Or, en même temps, nos pays n'ont pas les moyens de leur politique dans la mesure où cette question sécuritaire est pensée de l'extérieur, les solutions aussi sont pensées de l'extérieur, les mesures d'accompagnement viennent de l'extérieur. Donc nous avons au fil du compte perdu une large part de souveraineté qui ne nous permet pas d'avoir donc des analyses sereines, des analyses globales qui puissent nous permettre de prendre en compte toutes ces dimensions, à la fois économiques. Et je pense aussi qu'il y a quelque part aussi, quand on sait que cette insécurité se nourrit de trafic de toutes sortes. On a vu des trafics d'otages, on a vu des trafics de marchandises, maintenant les trafics de drogue. Ça se passe aux yeux et au nez des forces internationales qui ne réagissent pas. Parfois, on est tenté de voir, donc, de se demander pourquoi ces forces internationales sont là, alors que tant qu'on n'essaierait pas de couper les racines économiques et financières donc, de cette insécurité-là, on n'arrivera pas à la maîtriser dans l'espace et dans le temps. D'accord. Docteur Ali Tunkara, qui et quoi provoque cette insécurité au Mali? Bon, je crois que les raisons sont plurielles et très complexes, comme certaines ont été évoquées par le professeur Ndiaye. À cela, on peut quand même ajouter aussi la question de la gouvernance et même de la hiérarchisation entre les communautés dans des localités aujourd'hui concernées par l'insécurité. Si vous prenez les régions dites nord, et même celles du centre du pays, vous allez vous rendre compte quand même que les facteurs qui expliquent le pourquoi de cette recrudescence de l'insécurité sont tout à fait nombreux et très complexes, surtout il faut l'ajouter. On a d'un côté des populations qui seraient beaucoup plus, si vous voulez, dans une nostalgie tout à fait indépendantiste. Moi, je pense que si l'on ne s'attaque pas réellement
la question raciale, pour le cas précis de la région de Kidal, on a quand même des populations qui ont toujours résisté à ce qu'elles soient gouvernées par des peaux dites noires. Je crois que ça, c'est un problème fondamental, que le seule réponse militaire ou politique ne peut pas nous permettre d'avoir une paix durable pour le cas précis de Kidal, sans pour autant aussi gommer toute cette présence militaire étrangère qui ne facilite pas quand même la présence militaire malienne de façon souveraine. D'ailleurs, laquelle présence militaire étrangère a même presque mis le Mali, notamment ses forces de défense et de sécurité, sur la touche. À cela, il faut aussi quand même rappeler, dans ces différentes localités, notamment les régions de Gao, Tombouctou, même une partie de Minaka, vous avez quand même des populations qui saisissent l'insécurité comme une sorte d'aubaine afin d'intégrer les forces de sécurité et de défense. Moi, je ne peux pas croire à un processus qui serait tout à fait parcellaire et partial dans sa manière justement de contraindre les groupes armés. Vous avez quand même des groupes armés de 2012 à aujourd'hui qui refusent de déposer les armes, tandis que d'autres sont même sommés d'être désarmés. Donc c'est pour vous dire qu'un État sérieux ne peut pas traiter avec des groupes de façon aussi variée et variable. Je crois que la cohérence de l'action gouvernementale est extrêmement fondamentale, surtout le fait de pouvoir accorder le même traitement à l'ensemble du groupe, quelle que soit l'appartenance communautaire, quelle que soit l'appartenance géographique. C'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre aujourd'hui si toutefois le mécanisme déclenché pourrait obtenir les résultats escomptés. Je crois que fondamentalement, comprendre l'insécurité également pour le cas précis de la région de Mopti, il faut quand même parler aussi de toutes ces difficultés liées aux frontières. Vous avez la région de Mopti qui fait frontière avec le Burkina, une partie du Niger, où on a quand même une présence de forces de sécurité qui est très décriée, non seulement par les populations, mais dans le même temps, laquelle présence n'arrive pas à asseoir les besoins fondamentaux exprimés par les populations, qui sont la sécurité, qui sont justement l'accès à une justice équitable, justement. Quand vous allez regarder avec une attention particulière tous ces groupes d'autodéfense, tous ces groupes armés, s'ils ont un point commun, ils s'accordent tous sur le fait qu'ils se battent pour une justice équitable et égalitaire entre les populations. Et cela dénote à suffisance combien la manière dont la justice elle est distribuée par le droit positif, par l'État central, reste quand même à désirer par le simple fait que toutes les populations, sans exception, pensent qu'elles sont lésées par le fait que les agents, notamment les magistrats et les différents tribunaux, peinent aujourd'hui à assurer une justice équitable et égalitaire entre toutes les populations. Bon, tout cela, on ne peut pas quand même non plus gommer. Comment comprendre autant d'insécurité, autant d'attaques perpétrées ça et là, étant donné que nous avons quand même pas mal de forces de sécurité, qu'elles soient étrangères de leur rôle tout de suite. Alors, Serge Daniel, en 2015, un ouf de soulagement avec l'accord pour la paix qui a été obtenu. De cette date à aujourd'hui, comment évolue la situation selon vous? Alors, si vous permettez, moi, je vais quand même prendre mon temps de parole aussi pour remonter un peu dans l'histoire. Parce que l'insécurité, il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Je pense que les causes lointaines sont claires. C'est un problème de gouvernance. Pourquoi? Parce que le Mali, dans le passé, a signé des accords de paix avec les groupes armés du Nord, notamment Touareg arabe, et il a été dit quelque part dans ces accords signés en Algérie que l'armée malienne n'avait pas le droit de mettre le pied dans certaines parties de son territoire. C'est probablement la seule armée au monde à qui il a été imposé de ne pas aller à des endroits dans son territoire, sur son territoire. Et rapidement, la deuxième chose, l'autre repère avant 2015, pour moi, c'est 2002. Le nord du Mali est devenu un entrepôt d'otages. Très rapidement, des otages sont enlevés en Algérie, l'armée algérienne intervient, une partie de ces otages arrive dans le nord du Mali et les pays d'où sont originés les otages demandent à Bamako de ne pas utiliser la force, mais de négocier. Donc, il y a eu le phénomène de rançon qui a attiré du monde là-bas. Alors, vous voulez que je vienne en 2015 sans parler de 2012, et c'est un peu difficile. Donc, on savait déjà qu'il y avait déjà un certain nombre d'éléments sur le terrain qui indiquaient qu'il allait y avoir une crise. Mais j'ai été l'un des rares à dire à l'époque, attention, c'est faux, ce n'est pas le MNLA, c'est-à-dire le mouvement indépendantiste qui est en train d'attaquer l'armée malienne, mais c'est plutôt une coalition de forces. Donc les djihadistes étaient déjà sur le terrain parce qu'ils se sont consolidés avec le phénomène des rançons, le nord du Mali étant devenu un entrepôt d'otages. 2012, 2015, vous voulez qu'on aille à 2015, pourquoi pas? Donc nous sommes après l'intervention française Barkhane. L'intervention française a permis de stopper la progression vers le sud des djihadistes, mais l'intervention française il n'y a pas eu un plan tout de suite, un autre plan B pour contrecarrer
contrecarrer les djihadistes parce qu'il n'y a pas eu de corps à corps entre les djihadistes et les troupes européennes, les troupes africaines, à part dans le Tirara, vous vous souvenez, les militaires tchadiens qui ont perdu du monde en tuant Abu Zaïd. Donc, il n'y a pas eu, tout de suite, après l'intervention Serval, je ne parle pas de Barkhane, il n'y a pas eu la relève qu'il fallait, parce qu'entre-temps, la MINUSMA est arrivée, mais les choses n'ont pas fonctionné. 2015, oui, je veux venir à 2015. 2015 à aujourd'hui, entre-temps, ça s'est métastasé vers le centre. Et puis 2015, quand je ferme les yeux, c'est aussi de dire qu'on n'a pas su très rapidement rassurer les populations d'abord du centre en se disant, attention, la crise quitte le nord pour venir au centre, et qu'il y a eu des amalgames à un moment. 2015, je dirais enfin que je trouve que sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas la coordination qu'il faut entre les troupes maliennes, les troupes étrangères, c'est-à-dire Barkhane, et les troupes de la MINUSMA. J'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est le professeur Ndiaye le dire, 2015, 2000 aujourd'hui, 2012, 2000 jusqu'à nos jours, et même quand on remonte dans le temps, le tout sécuritaire n'a jamais réglé les problèmes. Tout ce qu'il y a eu comme plan de développement, de retour à la paix, le parrain, si vous vous souvenez, c'était vraiment de l'argent jeté par la fenêtre parce qu'on n'a pas su atteindre directement les populations qu'il faut. Si vous demandez à un jeune du Nord aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes chômeur, vous avez 20 ans, qu'est-ce que vous voulez? Il va vous dire, donnez-moi un véhicule 4x4. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pourra louer le véhicule peut-être à un trafiquant de drogue, qui n'a pas besoin de savoir si c'est un trafiquant de drogue, un trafiquant d'armes, par exemple, un trafiquant d'êtres humains, parce que c'est avec ça qu'il peut vivre. Il ne peut pas être cordonnier là-bas, il peut pas être jardinier sans sortir. Donc le tout sécuritaire ne règle pas le problème, il faut toujours le développement, et ça, ce n'est pas encore une respiration dans les programmes de développement de résolution de la crise que j'ai vus jusqu'à présent. D'accord, Serge. Alors, professeur Ndiaye, à quoi servent tous ces différents accords et pactes signés, ainsi que la présence de l'armée malienne dans certaines zones, ainsi que des forces étrangères? Bon, je pense qu'il y a des non-dits dans ces accords et des arrière-pensées qui expliquent un peu les blocages et les difficultés de mettre en œuvre ces différents accords-là. Je pense que l'intervention française a des motivations autres que simplement venir combattre le terrorisme. Il y a des enjeux à la fois géopolitiques et géoéconomiques qui expliquent pourquoi donc, les armées européennes et américaines s'intéressent à cette partie du Mali. Je pense que c'est un territoire de plus en plus qui est en train de devenir de plus en plus vital pour l'économie européenne et l'économie mondiale d'une manière générale, à cause justement de la disponibilité des ressources minières et des terres rares en abondance. Mais il y a aussi d'autres enjeux. Je pense qu'il y a des nuances à faire entre ce qui se passe dans la partie nord du Mali et dans le centre du Mali, dans la région donc de Mopti, parce qu'on sait que cet espace-là a fait l'objet donc de confrontations entre agriculteurs et nomades. C'est assez connu et assez récurrent dans l'histoire de cette région, mais c'est le fait aussi de la mauvaise gestion et de la privatisation abusive donc de ces espaces-là qui font que la rareté de la terre provoque des frictions entre ces communautés. Et le phénomène djihadiste vient se greffer sur ça pour amplifier donc les raisons fondamentales de cette crise. En ce qui concerne le nord du Mali, je pense que le grand problème, c'est que, à mon avis, c'est des espèces de seigneurs de guerre. Je pense que le fusil est devenu un gagne-pain. Et les gens l'utilisent pour occuper des espaces, pour contrôler des routes de trafic de marchandises, de drogue, de migrants maintenant. Et donc, ça fait un certain gain économique. C'est surtout l'appât de ce gain économique qui, à mon avis, explique les différentes rébellions, même si elles ont été instrumentalisées par des puissances extérieures et souvent aussi même par des pays voisins. Et ce qui fait qu'il est difficile, à mon avis, il sera difficile d'apporter la paix dans cette région tant que les accords de paix s'adresseront exclusivement aux porteurs d'armes, aux milices armées. Parce que
Justement, est-ce que vous pensez que toutes les parties n'ont pas été incluses dans ce processus? Parce qu'on a vu récemment que les combattants du groupe Dana Amasagoul seront intégrés dans le processus DDR. Oui, mais il ne s'agit pas d'intégrer seulement les éléments armés. Moi, je parle des communautés, parce qu'on n'a pas demandé l'avis des communautés. Dans les accords d'Alger, on n'a pas demandé l'avis des communautés. Le processus est en train de continuer. On ne s'intéresse qu'aux gens qui prennent les armes. C'est ce qui fait que les groupes armés sont en train de se multiplier. Et les gens se disent, il faut prendre les armes pour que je sois intégré dans le processus donc, de démobilisation et que je puisse avoir un morceau. C'est ça la logique. Et c'est cette logique qui est malsaine. Docteur Tounkara, pensez-vous, comme le professeur Ndiaye, que les solutions sont pensées de l'extérieur? Oui, en grande partie quand même s'il y a certains acteurs qui ont quand même pris part lors des négociations à Alger au nom des communautés, même si ces derniers restent peu légitimes par leurs communautés respectives à certains égards. Mais je pense que fondamentalement, c'est vrai que quand vous regardez, Serge l'a rappelé, en général, les solutions qui sont apportées aux différentes problématiques sécuritaires pour les régions dites nord du Mali sont quand même généralement réfléchies et mûries très souvent dans des salons parisiens et new-yorkais, même soutenus financièrement par ces mêmes salons. Donc c'est pour vous dire que l'État du Mali, du point de vue de souveraineté économique, il est quasi absent parce que vous prenez aujourd'hui ces différentes forces étrangères sur les territoires, elles sont quand même nettement soutenues par l'aide étrangère. Donc c'est pour vous dire que comment peut-on demander à des forces étrangères de rester derrière des forces loyales du pays, étant donné que ces forces étrangères, ce sont elles-mêmes qui prennent les forces loyales. Donc c'est ça tous les paradoxes. On ne dit pas cela aux citoyens lambda. Le Mali aujourd'hui, à la limite, il est plus qu'assisté sur tous les plans. Vous allez prendre le secteur de l'éducation, le secteur de la sécurité qui nous concerne aujourd'hui. Il n'y a pas un domaine qui échapperait à l'aide étrangère. Comment, dans une telle dépendance aussi accrue, peut-on prétendre une quelconque autonomie vis-à-vis du processus? C'est d'où tous les biais. Parce que quand vous prenez aujourd'hui ce processus d'intégration et de désarmement, même de cantonnement, vous allez vous rendre compte quand même que l'État du Mali, il est à la limite traité comme un agent isolé, parce que ce n'est pas à lui de définir, si vous voulez, les mécanismes, ce n'est pas à lui de même définir les profils des acteurs qui vont intégrer ou qui vont être réinsérés. Donc c'est pour vous dire tout simplement que le Mali se trouve dans une situation qui ne lui permet pas justement d'asseoir toute sa légitimité, qui ne lui permet pas justement de s'affirmer en tant qu'État souverain, de faire en sorte que les différents groupes armés puissent évoluer sous sa coupole, parce que le Mali lui-même étant défaillant, notamment du point de vue de la gouvernance. Vous voyez, quelques parties où il y a une présence de l'État, ce sont des localités qui dénoncent quand même la manière dont cette présence elle est quand même incarnée. Parce que la question de l'utilité de l'État est tout à fait posée aujourd'hui dans ces différentes localités. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de populations dans les régions dites nord et celles du centre également préfèrent à la limite les groupes armés à l'État central. Et cela dénote à suffisance à combien les fonctions régaliennes de l'État sont sérieusement entachées par des irrégularités qui sont incarnées ou sont remplies par des gens qui sont très peu orthodoxes à la fois, qui constituent même une gêne pour les populations, au lieu que ces agents soient une sorte d'assurance pour les populations. Donc c'est pour vous dire que l'État du Mali aujourd'hui nécessite une réelle refonte afin de pouvoir asseoir nettement toute sa légitimité et de pouvoir tenir tête face à ces puissances étrangères qui aujourd'hui, le Mali est naturellement sous leur dictat, tant du point de vue militaire qu'économique. D'accord. Serge Daniel, est-ce que vous remettez en cause, comme le professeur Ndiaye, la motivation et l'engagement de certains acteurs, notamment la communauté internationale? Écoutez, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut faire la politique de ses moyens. Si le Mali avait la possibilité à lui seul de régler le problème au nord du Mali, on ne serait pas venu avec les étrangers ne seraient pas venus. Il faut dire que si les étrangers, les forces étrangères sont venues, également, c'est parce que le Mali l'a demandé. Évidemment, est-ce que ces forces étrangères n'ont pas tout fait pour venir, pour s'inviter dans le nord du Mali? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, ce que je ne... Est-ce le cas, Serge? Oui et non, parce que les Français sont venus, il y a eu l'opération Serval, les Français l'ont dit. Les Français, en venant stopper la progression des djihadistes au sud, évidemment, pensent aussi à leur économie, à leur politique. Et Mitterrand disait à l'époque, lors de l'intervention de la France en Irak, il disait
Nous sommes intervenus également parce que si vous voulez être là après, il faut être là avant. Donc c'est un jeu d'intérêt. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Alors Serge, un ressortissant de Gao, quand il déclare à l'annonce de l'arrivée de casques bleus sénégalais pour renforcer l'équipe de la MINUSMA dans cette région, qu'il y a suffisamment de casques bleus dans cette région pour sécuriser la population, est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison parce que les casques bleus sénégalais, ce sont des troupes d'élite. Donc il fallait peut-être demander aux autres pays d'envoyer ces troupes d'élite. Vous parlez des Sénégalais qui sont arrivés à Gao et qui sont déjà amortis parce que vous savez que c'est une troupe d'élite. Dans le contingent africain, dans le contingent des casques bleus, c'est le seul pays qui est formé, qui a des gens formés pour cela. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Je ne pense pas que ce soit des gens qui sont de trop. Mais le problème, c'est que si vous prenez les casques bleus aujourd'hui, parce que je sais de quoi je parle, dans les contingents africains, vous avez à peine un seul pays, dont les troupes respectent ce que j'appelle le vademecum, c'est-à-dire l'armement, le dispositif sécuritaire. Vous avez à peine un seul pays qui respecte les règlements de l'ONU en matière d'armement, de formation. Mais parlons de la MINUSMA de façon globale. Est-ce qu'elle joue réellement ce rôle de sécuriser la population? Alors, vous ne coupez pas, les autres vont me couper. Et donc, je vais vous dire... Non, je pose juste des questions, Serge Daniel, pour mieux comprendre. Ça fait 4 questions que vous me posez, alors que les auds, vous les laissez parler pendant 5 minutes. C'est pour me punir de ne pas être sur le plateau. Pas du tout. Alors la prochaine fois, je pense que vous serez là. Si la MINUSMA s'en va aujourd'hui, en 2 semaines, les djihadistes vont revenir dans les principales localités. Je ne dis pas que la MINUSMA règle le problème, mais c'est une partie de la solution aujourd'hui. Nous avons demandé un mandat, je l'ai dit tout à l'heure, il faut revoir le dispositif sécuritaire dans le nord du Mali et qu'il y ait plus de coordination entre Barkhane, MINUSMA et G5, par exemple, qui tarde à se mettre en place. C'est ce que je pense sur le plan sécuritaire. Et je reviens là-dessus, comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était le professeur Ndiaye, le taux sécuritaire ne va pas régler le problème. On n'a pas, depuis, vous parlez de 2015, mais moi je parlerai de 2010, on n'a pas dans le septentrion malien, on n'a pas un plan de développement adéquat, adapté à la situation. Et pour terminer rapidement, ce sont des problèmes transversaux. Les problèmes, vous avez vu ce qui se passe dans dans une partie du Burkina aujourd'hui, on l'a connu au nord du Mali. Peut-être que ça risque d'arriver au Niger. Donc ce sont des problèmes transversaux. Ce qu'il faut, ce sont des solutions transversales. Si vous mettez un plan de développement ou de règlement d'une crise dans le nord du Mali sans passer au Niger, sans passer au Burkina, vous n'aurez pas, de mon point de vue, résolu le problème. Serge, une autre question. Sur un média étranger, il y a eu un ancien ambassadeur français en Algérie qui a déclaré qu'une des parties couvre le terroriste Iyad Aghali. Alors, vous savez que le Mali, c'est un pays souverain et que les Maliens sont également informés. Donc, si le Mali ne dit pas, ne donne pas le nom, si la France ne donne pas le nom de ce pays, le Mali aurait pu donner le nom de ce pays. Donc, c'est pas à moi de me mettre, de me mettre à dire c'est tel pays ou tel pays, je ne sais pas. Ce qui est évident, je suis persuadé que si la communauté internationale et le Mali veulent sécuriser le septentrion malien ou cette partie du Sahel, on pourra le faire forcément. Je pense qu'il y a un manque de volonté quelque part. D'accord. Alors, professeur Issa Ndiaye, quelles mesures faut-il aujourd'hui pour parvenir à la stabilité du pays? Et déjà, pour dire à Serge qu'on lui pose des questions, parce que c'est une mine pour nous, parce qu'il il sait beaucoup de choses. Donc, nous autres, ça nous permet aussi d'avoir certaines informations. Ce n'est pas simplement parce qu'on veut l'interroger ou mesure. Je pense que Serge Daniel est assez bien connu pour ça. Bon, en ce qui concerne, donc, je voulais simplement dire, avant de répondre à votre question, que quand même, si les Français sont intervenus pour stopper l'avancée djihadiste dans le centre du Mali, vers Sévaré, la France a quand même empêché l'armée malienne dans la foulée d'entrer à Kidal. Ça veut dire que cette intervention française n'était pas dénuée d'arrière-pensée ou d'intérêt plus ou moins caché. Et je pense que c'est cela qui est perçu par les populations qui ne comprennent pas. Et surtout les communautés ne comprennent pas comment un groupe minoritaire parmi une minorité, parce qu'il est prétentieux aussi, illusoire de dire que les groupes armés représentent les communautés. Elles n'ont pas cette légitimité. C'est le fait d'avoir pris les armes
qui font qu'elles se sont imposées en tant que partenaires et interlocuteurs obligés de l'État malien. Mais je pense que l'État malien aussi est sous pression, et qui fait que l'État malien, de plus en plus, je me rappelle aussi de la période où on a signé les accords d'Alger. À l'époque, le gouvernement malien voulait apporter des amendements, mais on a dit sèchement au gouvernement malien, c'est à prendre ou à laisser. Alors qu'en même temps, les groupes rebelles ont dit, nous allons consulter notre base. Quand ils sont revenus, ils ont refusé de signer les accords en l'état. Ils ont imposé des modifications qu'on a introduites. Comment peut-on donc traiter de cette façon un État? Bon, quelque part, c'est vrai de dire que aussi c'est notre responsabilité, parce que nous ne sommes pas sérieux, nous avons été assez faibles. Mais je pense que la solution finale, je suis de ceux qui pensent que passe forcément par les communautés et pas par les groupes armés. Cette solution passe par la nécessité de désarmer, au besoin par la force, les groupes armés. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une stratégie internationale qui met sur pied d'égalité, même dans les solutions, le MOC par exemple, dans les solutions transitoires qui sont envisagées, qu'un État souverain soit traité en égalité avec des groupes armés. C'est impensable. Et si on interroge aussi l'histoire de l'intervention des Nations Unies, depuis les années 60, les Nations Unies sont en RDC, mais ça n'a jamais réglé quoi que ce soit là-bas. La MONUSCO. La MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO, avant ça ne s'appelait pas MONUSCO, mais depuis les années 60, les Nations Unies n'ont jamais apporté la paix et la sécurité quelque part. Et deuxièmement, les interventions étrangères n'ont jamais réglé le problème quelque part. Prenons le cas de l'Afghanistan. On est intervenu massivement. Les armées les mieux structurées, les mieux armées du monde, les mieux équipées sont intervenues. On a éparpillé le noyau terroriste un peu partout dans le monde. Ces mêmes armées sont intervenues en Irak. On a vu les conséquences. En Somalie, l'armée américaine est intervenue. On a vu les conséquences. Ça veut dire que quelque part, la question de la sécurité, c'est l'affaire des États. Il faudrait que l'État malien s'interroge et essaie de remédier à ses faiblesses et de constituer donc, et d'avoir d'abord, au niveau de la pensée, de la stratégie, nous devrions définir une stratégie de sécurisation de notre espace. Et nous devrions y mettre les moyens. Mais cela n'étant pas, on ne peut pas sous-traiter sa sécurité. C'est la principale leçon à tirer de cela. Et deuxièmement, il y a l'indispensable détour qu'il faut faire par les communautés. Je pense que si on laissait les communautés pleinement jouer leur rôle, elles seront en mesure d'imposer la paix. Alors, est-ce que la déclaration du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son investiture, qui disait que la sécurisation du pays sera une de ses priorités, est-ce que cette déclaration rassure? Oui, mais il ne faut pas que ça reste un discours. Jusqu'ici, en tout cas, du point de vue des populations, on a le sentiment que c'est un discours. Il faudrait que ça se concrétise dans les actes. Mais je pense qu'on ne peut pas apporter la sécurité définitive dans ces espaces-là sans la contribution des communautés. Seules les communautés sont en mesure, en tout cas, d'accompagner les forces de sécurité et d'être donc et d'imposer aussi la paix à ces différents éléments armés qui s'insurgent, qui prennent les armes au nom des communautés et qui font partie aussi de ceux qui les rançonnent. D'accord, docteur Ali, faut-il revoir les mesures et même l'accord pour la paix? Je crois que la question du blocage ne réside pas, à mon avis, dans l'accord en tant que tel. Fondamentalement, le souci se situe surtout quelles sont les capacités qu'ont l'État du Mali, justement, à faire face à cette insécurité. C'est cela toute la question. Aujourd'hui, nous avons un État en toute objectivité qui peine à s'assumer du point de vue sécuritaire. Vous ne pouvez pas comprendre que des groupes ou des communautés soient plus forts que l'État central. Est-ce qu'il a les moyens de s'assumer? Les moyens, on les provoque, ils ne viennent pas du ciel. Les États qui en ont aujourd'hui, ce sont des États qui ont accepté, prime abord, justement, de s'attaquer aux pratiques corruptives. C'est là tous les paradoxes. Au niveau de l'élite politique malienne, les intentions sont tout à fait bonnes, les discours sont tout à fait intéressants quand on les entend ça et là, mais lorsqu'on questionne les acteurs qui sont censés incarner ce changement
au temps prôné, on se rend compte que ce sont ces mêmes acteurs eux-mêmes qui ne sont pas prêts à opérer un changement de leur niveau dans un premier temps. Je ne peux pas comprendre que le président de la République et toute son équipe continuent à nous promettre une paix durable dans les régions dites nord et dans le centre du pays, étant donné qu'eux-mêmes ne sont pas exemplaires dans justement dans leur façon d'agir. Je crois que l'agir de l'élite politique, il doit être exemplaire. L'agir de l'élite politique doit même inquiéter ces groupes armés. Mais quand vous prenez aujourd'hui les régions dites nord du Mali, vous allez vous rendre compte que c'est l'État qui évolue sous la coupole de groupes armés, ce qui devait être exactement le contraire. Je ne peux pas comprendre qu'on peut prétendre à une paix durable avec des groupes armés qui sont plus forts que l'État central. C'est d'où toute la nécessité de nous questionner sur la gouvernance dans son ensemble. Aujourd'hui, quand on prend la magistrature, si vous prenez les forces de sécurité et de défense, y compris les agents des eaux et forêts, vous allez vous rendre compte que ceux-ci qui sont censés incarner l'État, dans ces différentes localités concernées par l'insécurité, n'assurent pas les populations, ne rassurent pas les populations, tant dans leur façon justement de distribuer la justice, tant dans leur façon justement de traiter même les populations. Je pense que s'il y a une solution urgente à apporter à cette question d'insécurité aujourd'hui, c'est l'exemplarité de l'élite en termes de gouvernance d'abord. Je crois que fondamentalement, si vous voyez que les puissances étrangères sont plus aussi présentes dans les partis en conflit, si vous voyez que ces puissances étrangères aujourd'hui mettent même l'État central en difficulté parce que elles sont persuadées que l'État central est traversé par des pratiques corruptives. L'État central, il n'est pas exemplaire. Comment voulez-vous demander aux autres de faire des efforts, étant donné que vous-même, vous ne voulez pas en consentir davantage? C'est cela toute la problématique malienne. Il est important qu'on sorte justement des rhétoriques, de poser des actions exemplaires, lesquelles actions exemplaires pourraient même inquiéter certains groupes armés à se désarmer avant que le processus de désarmement ne soit même déclenché de façon sérieuse. D'accord. Serge Daniel, l'application effective du processus DDR est prévue pour le 15 octobre et les parties signataires ont 6 mois pour la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix. Est-ce que vous pensez que ces dates sont tenables? Non, je ne pense pas. Je vais vous dire, moi, mon sentiment. On va, de mon point de vue et d'après mes informations, probablement à une redéfinition du rôle de la mission des Nations Unies dans le nord du Mali. Ça va devenir probablement une mission plus politique que militaire. Parce qu'on se rend compte que, en fait, malgré, vous savez, il y a eu au moins une centaine de morts parmi les casques bleus depuis, les troupes maliennes également, les troupes françaises également ont enregistré des victimes. La mission de l'ONU au Mali ne correspond peut-être plus à ce n'est plus le médicament en l'état actuel pour régler la situation. Donc je pense que les Nations Unies risquent de réduire, si vous permettez l'expression, la voilure. Mais j'aime bien rappeler ceci, et vous vous souvenez la dernière fois, vous m'avez invité, je l'ai dit, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de cas de réunification d'un pays par le dialogue. Il y a toujours eu deux choses. Il y a eu soit par la force, c'était le cas du Vietnam, ou soit par l'effondrement, le mur de Berlin. De mon point de vue, et je suis d'accord avec les deux intervenants sur des points précis, dans le nord du Mali, si on veut régler des problèmes, ce n'est pas la gouvernance, c'est une autre forme de gouvernance. C'est-à-dire l'État jacobin ne peut plus exercer sa souveraineté dans le nord du Mali, c'est-à-dire un État centralisateur, un État fort. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut être plutôt girondin, si vous permettez l'expression, donc une respiration avec les acteurs locaux, parce qu'ils se connaissent. Le one man, one vote fait qu'aujourd'hui, vous avez des communautés qui risquent d'être isolées dans le nord du Mali, alors que ce sont ces communautés qui sont appelées des communautés, je ne dirais pas nobles, mais des communautés, la chefferie traditionnelle, si vous voulez. Il y a un mode de gouvernance qu'il faut localement, si vous permettez l'expression, dans les régions du nord du Mali pour que la situation puisse trouver un début de solution. C'est mon point de vue. D'autres peuvent ne pas être d'accord, mais là, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est un peu la poudre de perlimpinpin. On a un médicament qui ne correspond pas à la maladie de l'être que nous avons en face de nous. Alors, comme réponse, est-ce que vous pensez que l'État malien doit prioriser la force? L'État malien ne peut pas prioriser la force. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas. Si vous voulez discuter, il faut être en position de force, c'est vrai, mais la force ne va pas régler les choses. Parce que vous ne vous battez pas dans le désert malien comme vous allez vous battre, par exemple, à 10 km. Mais Serge, vous disiez que le dialogue n'a pas réglé une crise de ce genre.
Oui. Moi, je pense que ce n'est pas la gouvernance. C'est-à-dire, ce n'est pas un nouveau type de gouvernance qu'on va pouvoir sortir de la crise. Ce n'est pas par la force, je ne trouve pas. Ce n'est pas uniquement par le dialogue, parce que vous avez vu les nombres d'accords qu'il y a eu avant cette émission. J'étais en train de compter le nombre de réunions du comité de suivi, du comité de suivi de l'accord d'Alger. C'est, excusez-moi, c'est un peu du pipeau. On n'avance pas, c'est-à-dire qu'on fait un pas en avant et 2 pas en arrière. D'accord, professeur Issa Ndiaye, faut-il des sanctions? Oui, certainement, mais je pense que je ne suis pas de l'avis qui disent que c'est principalement une question de gouvernance. La gouvernance a sa part de responsabilité. L'État malien a sa part de responsabilité. Mais il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'État malien. Parce que je disais qu'il y a des ingérences étrangères, des stratégies extérieures au Mali qui font que nous sommes pris donc dans un jeu géopolitique à l'échelle mondiale qui nous dépasse. Je pense qu'il faudrait intégrer ces paramètres-là dans l'analyse, sinon on ne comprendrait pas la crise dans le nord du Mali. Je pense aussi qu'il y a un risque aujourd'hui à vouloir décentraliser ou régionaliser un État affaibli. Et je pense que le risque, justement, c'est l'implosion de l'État du Mali. On ne saurait faire une bonne régionalisation, une bonne décentralisation, à mon avis, que si on a d'abord comme priorité de reconstituer un État et que cet État soit l'interlocuteur de partenaires locaux sur le terrain. Encore faut-il aussi que ces partenaires locaux soient représentatifs des communautés qui vivent dans ces espaces. Or, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, l'interlocuteur de l'État malien aujourd'hui et aussi des partenaires, ce sont des groupes armés qui souvent ont quitté le Mali il y a plusieurs décennies et qui viennent et qui ne connaissent plus le territoire. Ils font aussi cause commune à des chefferies locales qui sont des chefferies féodales. Mais professeur Ndiaye, la communauté internationale n'aurait-elle pas raison de viser ses intérêts si l'État malien, selon certains observateurs, n'arriverait pas à s'assumer? Bien sûr, ils ont leurs intérêts, mais pas au point de briser l'unité d'un pays. Je dis que cette rébellion aussi a une histoire. Ça ne date pas de 2013-2015. On a vu la première rébellion en 1963. Et on sait comment elle est venue. Je pense qu'à l'époque, il y avait un État, il y avait une stratégie, une pensée globale, il y avait un système qu'on a mis en place, et ce n'est pas seulement par les moyens militaires que cette rébellion a été vaincue en 1963. En faisant des études, en lisant les documents, en lisant même les publications d'un des acteurs militaires, le capitaine Dibi Silas, il dit en l'occurrence que ce n'est pas seulement avec les moyens militaires qu'ils ont réglé cette histoire-là, mais ils ont utilisé les moyens militaires, mais aussi avec une stratégie politique. Et cette stratégie politique prenait appui sur les populations. Je pense que c'est ce qui manque globalement dans la stratégie malienne, et c'est ce qui manque globalement dans la stratégie internationale et dans les accords d'Alger. On fait l'impasse sur les communautés. Or, à mon avis, sans les communautés, il ne peut pas y avoir de paix au Mali. Faut-il un nouvel dialogue national? Absolument, absolument. Mais pas cette fois-ci en cooptant les élites, parce que souvent, le problème des jeunes de Gao, vous avez vu par exemple, lors des accords d'Alger, ils voulaient y aller. Parce qu'ils ont dit ce qu'on a pris comme leurs représentants ne les représentait pas à leurs propres yeux. Donc il y a un problème de légitimité. Donc pour résoudre ce problème de légitimité, il faut faire appel aux communautés qui vivent sur cet espace-là. Et elles ont leur mot à dire. Et en termes de gouvernance, et même si on veut faire la décentralisation, c'est à ces populations-là qu'il faut demander. Or, vous voyez, au niveau des autorités intermédiaires, ce sont les groupes armés qui ont désigné les autorités intermédiaires. Et ceux qui vont être élus dans le processus d'Alger sortiront aussi des groupes armés et les communautés dans tout ça. C'est ça la grande question. Et je pense que tant qu'on fera l'impasse sur les communautés, il n'y aura pas la paix. Et ces communautés-là n'accepteront jamais. Tunkara, pensez-vous qu'un dialogue national avec les communautés à la base s'impose? Je crois que l'important, c'est déjà de réaliser l'existant. Certes, ouvrir un dialogue substantiel qui pourrait inclure l'ensemble des singularités ou communautés
pourrait être une solution envisageable. Mais à mon entendement... Est-ce possible? Oui, la faisabilité y est, mais sauf que ce sont plutôt... Est-ce que les résultats qui seront... Enfin, est-ce que les objectifs qui seront fixés seront atteints? Je m'en doute fort, parce que, à mon avis, un État central n'a pas trop à s'accommoder aux singularités, parce que si vous prenez le cas précis du Mali, nous avons tellement de complexité vis-à-vis des communautés. Vous allez à Gao, à Tombouctou, à Kidal, ou même à Mopti, il y a tellement de singularités. S'il faut s'adapter, s'ajuster avec toutes ces singularités, naturellement, l'État central perdra toute sa crédibilité. À mon avis, ce qui est important, qu'on soit Dogon, qu'on soit Peul, qu'on soit Bambara, qu'on soit Tamashek ou autre, que tout le monde comprenne que l'État central, la prééminence lui revient. Je crois que c'est là que le Mali doit beaucoup travailler, de faire en sorte que les singularités puissent être gommées par l'État central. Mais moi, je pense qu'en redynamisant toutes ces singularités, nous risquerons même de cochonner, si vous voulez, le référent communautaire, le référent religieux, ce qui pourrait même, à long terme, nous permettre d'assister à une émergence enfin, si vous voulez, même à une séparation, voire à une autonomie de certaines localités. Je crois qu'il est extrêmement important, lorsqu'on a une constitution qui dit clairement que tous les citoyens sont égaux, les singularités doivent être gommées par l'État central. Et pour les gommer, fondamentalement, l'État a l'obligation de remplir de façon efficiente ses fonctions régaliennes. L'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès à une couverture de sécuritaire satisfaisante. Ce sont ces fonctions, effectivement, dans ces différentes localités que l'État peine à les remplir. Quand vous voyez qu'il y a une ingérence, parce qu'effectivement, l'État est fragile. Est-ce que le Mali est capable aujourd'hui d'influer les politiques publiques françaises ou américaines? La réponse, elle est catégorique, c'est pas du tout possible. C'est pour vous dire qu'effectivement, l'ingérence est un témoignage éloquent de la fragilité d'un État. Parce qu'on connaît des États forts. Comment ceci, pourquoi ne sommes-nous pas capables de les ébranler? Parce qu'effectivement, nous sommes un État fragile. C'est d'où toutes ces singularités. C'est d'où toute cette ingérence. Je pense fondamentalement, il ne faut pas trop s'accommoder avec les singularités, mais plutôt chercher à les anéantir, à défaut de les anéantir, en tout cas, de faire en sorte que celles-ci n'apparaissent pas lorsque l'État est là. Serge Daniel, quel est votre point de vue par rapport à ce dialogue national que propose professeur Ndiaye? Il y a déjà eu un dialogue national. La conférence d'entente. Pardon? Vous parlez de la conférence d'entente nationale? Avant ça, il y a eu d'autres dialogues, si vous voulez. Moi, je pense que, quand je disais tout à l'heure que c'est par la gouvernance qu'on va régler la question, en fait, peut-être que je me suis mal exprimé. Je ne vois pas, quand je parle de gouvernance, je ne vois pas un État ici à Bamako donner des instructions du matin au soir, à l'est, au centre, au nord. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que les communautés locales, c'est-à-dire que localement, il doit pouvoir avoir une forme de démocratie locale qui passe par les élections ou des forages, je ne sais pas quoi, qui puisse, cette forme de dialogue, cette forme de démocratie locale pour pouvoir gérer la cité en disant voilà, nous avons telle subvention d'État central par mois, par an, le drapeau national flotte partout. En matière d'éducation, voilà ce qu'il faut. En matière de santé, voilà ce qu'il nous faut. Et c'est probablement approuvé par l'État. Moi, je ne suis pas du tout, je ne vois pas le Nord divisé. Je ne vois pas le pays en autonomiste ou en... Non, c'est pas ce que je dis. C'est très important. Je pense que c'est cette gouvernance qu'il faut, de décentralisation. On a déjà eu une politique de décentralisation. On est passé d'une vingtaine, je crois, ou dizaines de communes à 107 communes. Il faut l'approfondir. Je pense que c'est par là qu'on peut passer. Mais alors Serge, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. Cette solution que vous proposez, comment y parvenir? Mais tout simplement en réfléchissant, puisque j'ai une minute, tout simplement en réfléchissant, et on peut le faire parce qu'au Mali, il y a de la matière grise, il y a des gens qui peuvent réfléchir. Et pour terminer, il faut autre chose, c'est-à-dire au même moment, il faut lutter contre les trafics dans le nord du Mali, mais en ce moment, il faut que ce soit une force, une unité internationale qui lutte contre ces trafics de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. D'accord. Professeur Ndiaye, vous proposez le dialogue, comment y parvenir? Oui, je pense qu'il faudrait que d'abord... le dialogue, quand je parle de dialogue, c'est un dialogue à la base, au niveau des communautés, depuis l'organisation au niveau des hameaux, des villages. Il ne s'agit pas de cette forme de dialogue-là qu'on a eu jusqu'ici, où les élites se cooptent entre elles. Je pense que cela suppose aussi que
les Maliens soient soucieux du Mali. Et je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est principalement la faute du Mali. C'est parce que les Maliens n'aiment pas le Mali que d'autres viennent y dicter leurs lois. Mais il faudrait tenir compte du fait aussi qu'il y a un système mondial qui est là, qui ne permet pas à nos États d'avoir les moyens d'exercer leur souveraineté. Ce n'est pas seulement propre aux pays en guerre, mais tous les pays africains sont en voie de développement. Alors, Dr Ali Tounkara, vous proposez l'accès aux services sociaux de base. Comment y parvenir? Pour ce faire, je crois qu'il faut aider l'homme malien à travers un travail de refonte, de l'aider à inculquer les valeurs orthodoxes et déontologiques dans sa manière d'agir et dans sa manière de penser. Je pense que cela passe nécessairement par l'exemplarité de l'élite parce que on a beau tenir compte de l'ingénierie locale. Si les agents qui sont chargés justement d'opérer le changement, si ceux-ci eux-mêmes ne sont pas orthodoxes, moi je pense que toutes les solutions réfléchies ça et là ne pourraient pas avoir d'effet escompté. Donc je pense fondamentalement la réforme de l'homme malien est nécessaire aujourd'hui et même plus que nécessaire. Est une nécessité absolue pour qu'on ait un État fort qui pourrait gommer toutes les sensibilités, qui pourrait faire en sorte que toutes les communautés se reconnaîtraient en lui. D'accord. 3 solutions proposées par nos 3 spécialistes. La gouvernance, l'accès aux services sociaux de base et un dialogue national avec les communautés à la base. Fin de cette émission. Merci à nos invités, professeur Issa Ndiaye, politologue, Dr Ali Tounkara, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako et Serge Daniel, journaliste écrivain. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani avec Khalifa Goïta, à la mise en onde Salim Diouara, mise en onde assurée, régie vidéo assurée par Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.